Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce nouvel épisode de la saga À nous la côte! Nous sommes Teresa Fortier Et Sarah Villemer. et nous sommes heureuses de vous accompagner tout au long de l'été avec un nouveau concept d'émission fruité et léger. Et aujourd'hui, pour cette émission-ci, on parle d'un sujet vraiment plus présent qu'on pense sur la Haute-Côte-Nord, et c'est-à-dire l'agriculture. Donc Sarah et moi, on est allés à la rencontre de plusieurs agriculteurs pour en apprendre davantage sur le processus de la ferme à l'assiette. Allons-y! Teresa, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais tu sais, là, aux Escoumins puis à Longueuil, on voit toujours peut-être une fine pellicule de poussière dans nos maisons qui Ça, se oui. trimballent comme ça. Puis on se demande, ben écoute, ça D'où vient ça d'où sort? cette affaire-là? Ben moi, je te le dis que ça vient des tourbières Lambert. Parce que oui, ils font de la poussière, mais ils font de la méchante bonne tourbe et ça vaut vraiment la peine. En fait, c'est une institution dans notre coin parce qu'on en a besoin de la tourbe pour cultiver nos bonnes terres. OK, oui. Et on s'est rendu justement à Tourbière-Lambert, à Longrive, pour en apprendre davantage sur la tourbe. Donc, on est présentement à Longrive, à la Tourbière Lambert, en compagnie de Claude Imbeau, chargé de production. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Super belle journée pour la tourbe et pour l'agriculture. Une tourbière, c'est un ancien lac, anciennement qui était un lac, que la végétation a refermé tranquillement avec les années. Ça prend plusieurs dizaines de milliers d'années pour faire former une tourbière avec un lac. Mais à mesure que la végétation ferme le lac, les résidus de décomposition se déposent au fond du lac et tranquillement referment le lac, qui fait ce qu'on appelle des savanes ou des tourbières à l'état vierge. Donc, une bonne précision, d'où l'importance qu'on voit qu'on peut, dans le fond, cultiver la canneberge avec les lacs et tout. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de Tourbière Lambert? Bien, Tourbière Lambert, c'est une entreprise familiale qui a pris sa source. On a fêté notre 90e anniversaire l'année dernière. Ça a pris source à Rivière-Ouelle, sur la rive sud, près de la Pocatière. Il y avait déjà des petites tourbières qui existaient dans le coin, sur la Côte-Nord. Puis éventuellement, Tourbière Lambert ont fait l'acquisition de ces petites tourbières pour les exploiter à plus grande échelle qu'elles étaient avant. Donc, l'histoire en général, donc ça fait quand même plusieurs années là, que Tourbière Lambert 90 existe. ans en complet, mais sur la Côte-Nord, ils ont débuté en 1974. La tourbière de Longrive est surtout presque entièrement pour la culture de champignons. On envoie ça en Ontario, en Pennsylvanie, aux États-Unis, plusieurs endroits où la culture de champignons. On dit que la tourbe ici se prête idéalement pour la culture de champignons. Mais on en a aussi qui vont dans d'autres cultures, mais presque 50-60 de la tourbière de Longrive vont pour la culture de champignons. Bien, on dit que la tourbe de la Côte-Nord a la propriété d'être ce qu'on dit un mélange naturel de tourbes décomposées, de tourbes moins décomposées. C'est des clients qui adorent ce type de tourbe parce qu'elle offre la propriété d'avoir de la matière organique en décomposition avec la tourbe qui est plus décomposée et d'avoir un bon support et un bon drainage avec la tourbe qui est moins décomposée et plus fibreuse. Fait qu'on est capable de faire un mélange des deux qui donne un produit que des producteurs aiment beaucoup. Les deux établissements, on est une soixantaine d'employés. Puis on en manque. C'est sûr un peu comme toutes les entreprises dans la région, même au Québec, un peu partout, on manque de main-d'œuvre présentement, de main-d'œuvre spécialisée et de main-d'œuvre un peu journalière à faire un peu tout n'importe quoi.
Mais on pourrait monter facilement jusqu'à 70 personnes si on avait toute la main-d'œuvre qu'on a besoin. Et quel est le type d'emploi recherché? Bien, les emplois spécialisés en soudure, en mécanique, en conducteur, opérateur de loader et de pelle mécanique. C'est très, très prisé. Donc ça, c'est les métiers, dans le fond, qu'il y a sur la tourbière. Les compagnies, c'est ça, les arraches. La récolte de la tourbe commence habituellement en fin mai, début juin. Cette année, c'était un peu plus tôt. Ça a parti très rapidement à la fin mai. L'année dernière, on avait commencé à récolter la tourbe seulement que la fin juin. C'est jamais égal, là. Mais par contre, normalement, notre saison, si elle commence plus tôt, va finir plus tôt, et si elle commence plus tard, va finir plus tard. Bien, durant l'hiver, ce qu'on fait, c'est l'expédition de nos produits qu'on a stockés dans nos cours. L'hiver, on expédie vers nos clients presque tout l'hiver. Après ça, on a avec nos mécaniciens, nos soudeurs, on prépare de la machinerie, on répare les usines, on fait des modifications, des ajouts presque à toutes les années pour améliorer notre produit. Fait que, on fait travailler notre monde quand même. Bien, la culture de canneberge chez Tourbière-Lambert a débuté en 1992. Dans les années qu'on a commencé à penser à restaurer les terrains qui étaient plus bons pour la récolte de la tourbe, on pensait à ce moment-là essayer de faire de la culture de canneberge dans les terrains où il y avait plus de tourbe ou qu'il n'y en avait plus assez pour faire la récolte commerciale. On a fait des tests, on a parti avec un 14 acres pour voir si la canneberge pouvait pousser sur la Côte-Nord, parce que tout le monde nous disait que la canneberge ne pousserait pas sur la Côte-Nord à ce moment-là. OK. Fait qu'on a fait des essais en collaboration avec le MAPAC et différents ministères qui nous ont prouvé qu'on était capable de faire de la canneberge aussi belle et aussi bonne que celle d'ailleurs. C'est sûr qu'avec les années, on dit le réchauffement climatique, ça a favorisé aussi un peu la culture, qu'on est capable d'avoir des rendements beaucoup supérieurs aux rendements que nous avions en 1992. Mais la culture de canneberge, on est en train présentement d'agrandir pour être capable de se rendre au moins à 50 acres de canneberge dans le coin. Quand même, et comment ça fonctionne, la culture? Comment ça commence, les étapes à suivre, puis pour la récolte? Bien, la canneberge, comme tu sais, prend beaucoup d'eau. Fait qu'il faut avoir un apport d'eau qui est assez important pour l'irrigation, pour la protection du gel durant l'automne, les nuits d'automne où il y a du gel, puis la récolte n'est pas prête encore. Il faut protéger en irriguant, comme on fait là avec le système d'irrigation. On protège les fruits, on protège les bourgeons de l'année suivante. Ça fait que ça nous prend un réservoir d'eau. En tout cas, on a fait en haut, on a fait un grand réservoir d'eau. Puis ça fonctionne en gravité pour être capable d'envoyer de l'eau sur les terrains pour les inonder pour la récolte et pour l'hiver, faire une glace pour les protéger du froid aussi. Donc, c'est vraiment beaucoup d'étapes à suivre, là, mais qui en valent la peine. Ouais. Et au niveau des champs de bleuets, comment ça a fonctionné aussi, les étapes à suivre? Bien, le bleuet, c'est moins compliqué un peu. C'est juste d'enlever le bois qui est là, tous les arbres qui sont sur les terrains où il y a du bleuet, il y a des rhizomes de bleuet. Il faut s'assurer qu'il y a des rhizomes dans le sol. S'il n'y a pas de rhizomes dans le sol, ça ne donne rien, parce que le bleuet n'est pas une plante qu'on va planter. C'est un arbuste qui est déjà sur le terrain. Il faut juste éliminer les autres essences de bois, puis le bleuet, qui est une plante envahissante, va envahir le terrain. C'est favoriser la pousse du bleuet, autrement dit. Oui, on aime beaucoup les gens qui viennent faire d'autocueillette et aussi on reçoit des gens qui viennent cueillir pour nous parce qu'ils récoltent le bleuet à la main puis ils nous le vendent. Nous, on leur vend pour les marchés de Montréal et des grands centres. On en a besoin tous les étés. Puis les gens qui sont pour l'autocueillette, venir cueillir leur propre bleuet, sont les bienvenus aussi. Et on est en ce moment au mois de juillet, en plein mois de juillet, ça s'en vient. Quand est-ce qu'on peut venir pour l'auto-récolte, peut-être pour les bleuets après les canneberges? Je dirais d'ici 2 semaines, début août. On est un peu en avance cette année. On a déjà des bleuets qui sont bleus, qui sont prêts à cueillir. Je pourrais t'en faire goûter quelques-uns tantôt. Mais c'est pour avoir le plein, qu'il n'y ait plus de bleuets blancs, que ce soit tout bleu et prêt à récolter encore au moins une couple de semaines. Encore quelques semaines. Et pour la canneberge, c'est plus tard, un petit peu plus tard, j'imagine? La canneberge, j'imagine? ça va au mois d'octobre.
Au mois Le d'octobre. temps de la laisser mûrir comme il faut, qu'elle soit bien rouge, ça va au mois d'octobre. Donc, Monsieur Imbeau, ça fait pas mal le tour de mes questions. Merci beaucoup pour cette entrevue. Puis, on va vous souhaiter un bon succès pour la récolte la tourbe et la récolte aussi des bleuets et des canneberges qui s'en viennent. Bien, on vous remercie beaucoup. Teresa, on en a appris avantage sur la tourbe et comment fonctionnait un petit peu plus l'agriculture dans notre milieu de vie. Sauf que là, moi, je pense qu'on est capable de faire de l'agriculture à la maison puis par nous-mêmes. Hein? Moi aussi, je pense que ça peut être vraiment le fun. Merci pour ton nouveau micro aussi, hein, il faut le mentionner. Ça fait plaisir. Donc, oui, on voudrait, dans le fond, vous donner quelques conseils pour faire de l'agriculture urbaine. Dans le fond, que vous ayez un terrain, une cour arrière ou tout simplement un appartement. Sachez que vous pouvez toujours faire de l'agriculture. Bref, un petit jardin assez mignon pour cultiver vos propres plants et avoir quelques réserves pour l'automne et l'hiver. En effet, Sarah, c'est vraiment facile de faire un jardin, donc c'est pour ça qu'on a fait quelques recherches pour avoir les étapes parfaites afin de faire le jardin. Parfait, évidemment. Et là, c'est comme ça que je commence avec la première étape qui est super importante, c'est-à-dire choisir l'emplacement. Parfait, encore une fois. Et comme si vous avez une galerie autant qu'un jardin, l'important, c'est que vos légumes soient à une place assez ensoleillée, c'est-à-dire à peu près 8 heures par jour. Mais attention, ça dépend toujours de la sorte de légumes ou de fines herbes que vous faites pousser. Par exemple, on peut retenir que les concombres, les tomates, ça prend de 6 à 8 heures de soleil par jour, alors que la laitue et les épinards, c'est peut-être 3 à 4 heures, tandis que la menthe, elle, dans l'ombre, ça pousse comme si de rien n'était. Ah oui, il n'y en a pas de problème avec la menthe. Donc, se renseigner, mais vraiment trouver l'endroit parfait pour avoir assez de luminosité et de chaleur. Et là, Sarah, tu vas me voir venir avec la deuxième étape quand je parle de choisir la bonne terre et les bons pots, si c'est sur une galerie ou bien dans un bac, par exemple. Et quand on parle de choisir les bons pots, on parle de peut-être s'attendre à avoir des grosses racines ou des moins grosses racines pour certaines plantes. Par exemple, une grosse plante de courge va prendre beaucoup plus de place qu'une petite plante de menthe, par exemple. Ben oui. Donc, on choisit les pots en fonction. On peut aussi choisir la terre en fonction. Il faut vraiment qu'elle ait un bon terreau, en fait, aux bonnes valeurs nutritives pour les plants comestibles. On ne veut pas choisir n'importe quoi, là. Et on essaie aussi de toujours mettre une nouvelle couche de terre. Par exemple, si on parle d'un jardin labouré dans une cour arrière. Bon, Teresa, c'est bien beau, là, toutes ces informations-là, mais je pense qu'on est rendu à l'étape importante, hein, et c'est de choisir tout simplement ses plants. Ben Donc, oui. à savoir qu'est-ce qu'on préfère dans la vie. On est plus basilic ou romarin? C'est à vous de décider, mais dans le fond, choisir les plants que vous allez prendre soin, que vous allez manger aussi. Et sachez aussi que c'est important, comme tu en as mentionné un petit peu plus tôt, de mettre les bons plants dans les bons pots. Donc, tout simplement, on sait que qu'est-ce qui va le plus dans des bacs? Bon, moi, c'est quelque chose qui prend plus d'expansion. Hein? Donc, on peut prendre la laitue, les tomates et tout. Et c'est très bon aussi, les fines herbes. C'est ça qui est le fun avec les fines herbes, c'est que c'est pratique pour les gens qui sont en appartement parce que ça a besoin de peu de place. Donc, vous pouvez mettre ça dans des pots tout simplement et c'est génial. Sachez aussi que pour enlever certains parasites, il y a certains plants de tomates ou certains légumes que vous pouvez jumeler avec des fines herbes pour enlever tout simplement les parasites. Donc, vous pouvez mélanger un beau petit plant de tomates cerises, admettons, là, avec un beau petit plant de basilic. L'affaire est réglée. Vous avez une sauce à spaghetti automatique. C'est réglé. Je t'ai donné le goût, hein, Teresa, avec ma sauce à spaghetti? Ah, ça oui! Mais là, avant de faire la sauce à spaghetti, c'est bien de les planter, hein, nos fameuses fines herbes et nos fameux plants. Mais là, tu dis, quand est-ce qu'on peut commencer à faire ça? Quand est-ce qu'on peut commencer à faire ça, Sarah? Quand est-ce qu'on peut commencer à faire ça? Donc, c'est débuter, dans le fond, la germination de vos plants. Et ça se fait 12 semaines avant le dernier gel que l'on va avoir d'habitude ici, c'est au mois de mai. Donc on a un petit calcul ici, là. Oui, il faut que vous prévoyez votre calendrier, puis ça va être environ mars, mi-mars. Il faut que vous regardez précisément, mais ça va être dans ces alentours-là. Donc, 12 semaines avant le dernier gel. Mais avant ça, bien, c'est que vous pouvez, dans le fond, commencer à planter vos petites graines dans des terreaux de terre, des terreaux. Donc, vous pouvez déjà commencer le processus, là, dans le fond, acheter des graines de ce que vous voulez dans un magasin de grande surface ou petit marché. Donc, vous allez trouver vos graines, vous pouvez les planter dans le terreau que vous pouvez trouver dans un centre de rénovation, dans un quincaillerie, peu importe. On trouve ça quand même assez rapidement. Oui. Vous
les mettez à une place qui est ensoleillée à la maison, tout dépendamment de l'ensoleillement demandé. Puis vous allez voir, ils vont quand même commencer à germer, à former des petites feuilles, des petites fleurs. Et puis après ça, bien, le tour est joué à partir du mois de mai, fin mai, juin, tout dépendamment de la température. Mais vous allez pouvoir les planter dans les pots et dans les bacs mis à cet effet. Mais là, une fois, Sarah, que ça a commencé à germer, on a hâte de les cueillir, mais avant de les cueillir, il faut avoir une bonne conscience pour bien en prendre soin. En fait, c'est comme des petites plantes, c'est comme des enfants, là. Il faut leur donner de la bonne eau pour qu'ils restent tout le temps hydratés. Il faut peut-être les fertiliser s'ils ont besoin un petit peu. Ouais. Il faut les nettoyer, même enlever la mauvaise herbe, les parasites, la poussière qu'il peut avoir sur les petites feuilles. Et vraiment, là, d'en prendre soin comme si c'était nos propres enfants. Aller les regarder à chaque jour ou deux, si jamais on a moins de temps. Regarder comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et aussi, là, pendant l'été, s'ils sont sur, par exemple, la galerie ou bien, encore une fois, dans le jardin, la presse conseille, en fait, de les arroser tôt le matin pour les grandes chaleurs. Comme ça, ils s'hydratent assez plus facilement, j'ose croire. Et surtout, n'hésitez pas à demander conseil à peut-être un spécialiste ou quelqu'un qui connaît plus ça, qui a un jardin, que ça fait quelques années. On peut jamais s'y perdre là-dedans. Oui, bien justement, dans le fond, là, tu parlais de l'arrosage. C'est toujours mieux tôt le matin ou tard le soir, sinon ça va, ils vont absorber tout de suite. Admettons, en plein milieu de l'après-midi, là, ça va absorber l'eau tout de suite. Ils vont déjà prendre l'eau, puis là, bien, il va falloir que vous en redonnez de toute façon. Donc, tôt, matin, fin de journée, c'est l'idéal. Teresa, la cerise sur le sundae vient d'arriver. C'est l'heure de la cueillette. Oh, cueillette. L'heure de la cueillette. Cueillette. Dans le fond, c'est lorsque vos plants arrivent tout simplement en maturation. Vous voyez qu'ils ont une belle couleur, une belle grosseur adéquate. C'est l'heure de la cueillette. Si vous voyez aussi qu'il y a des plants, des plants de tomates ou de concombres, qu'on sent que les tiges deviennent lourdes, c'est un bon signe que vos plants, en fait, vos légumes sont prêts. Donc, c'est l'heure de la cueillette, tout simplement. Vous les ramassez et après ça, bien, vous pouvez faire des bons plats. Une bonne sauce à spag! Là, c'est l'heure de ma sauce à spaghetti. Et s'il vous en reste, bien, vous les gardez en conserve pour avoir quelques provisions pour l'automne et puis l'hiver qui s'en vient. Donc, avec tous ces trucs-là, je pense qu'on est bien parti pour aller faire notre propre jardin. Es-tu prête à aller... Allons-y. Mais là, on va se préparer pour l'année prochaine. On va aller se préparer pour l'année prochaine, mais on va aller cueillir nos petites framboises à la maison. Viens-t'en, Teresa. Ah ouais. Allons-y. Ah ouais, on y va. Teresa, on va se le dire, on a un maudit beau projet ensemble avec notre jardin communautaire, avec tous les trucs qu'on s'est donnés, mais je pense qu'on va aller prendre d'autres trucs et conseils qu'on a eus de la part de notre fruiticulteur préféré des Escoumins. Oui, on est allé voir la ferme du Pré-Verger, on est allé voir M. Geoffroy Auguste. Il nous a donné des bons conseils, ça nous donne le goût là, de se mettre dans le bain de l'agriculture, en fait. Oui, en espérant aussi que ça vous donne le goût aussi de vous partir votre propre jardin. Allons-y. Donc, nous sommes présentement aux Escoumins et plus précisément à la ferme du Pré-Verger avec M. Geoffroy Auguste, le propriétaire. Bonjour. Bonjour. Mais en fait, moi, je viens de France, puis j'ai étudié pendant 2 ans dans la production fruitière. Et j'ai toujours voulu démarrer un verger. Et puis, quand on a acheté le terrain ici, c'était un peu précurseur le fait qu'il y avait plein de petits fruits qui poussaient partout. Des fraises, des framboises et plein d'autres choses. Donc on s'est dit, on était à la bonne place. On était à la bonne place. Et là, vous avez décidé. On a démarré avec une serre. Parce que sur la côte nord, on n'a pas assez de chaleur pour faire pousser des tomates, par exemple. Et puis après ça, l'idée du verger était encore dans ma tête. Puis tranquillement, on a réussi à s'acheter des plants et puis à défricher le terrain parce que tout était boisé à partir d'ici, aller jusque là-bas. Donc là, on s'installe là. On est vraiment dans la phase d'aménagement. OK, donc ça commence et ça fait depuis quand là, déjà que c'est commencé? On est arrivé ici, ça fait 5 ans et ça fait 3 ans, c'est la 3e saison qu'on a démarré l'entreprise. Mais c'est ce qu'on appelle dans le fond un pré-verger, c'est des animaux qui vivent sous les arbres fruitiers. De là la définition de votre nom. C'est ça, exactement. Parce qu'en Normandie, d'où je viens, ça se fait beaucoup. C'est plus les vaches laitières en dessous des pommiers à cidre. On va changer ça un petit peu ici, là. On va à notre échelle, mais c'est l'idée ça.
l'idée, c'est de pouvoir offrir à la communauté de la Haute-Côte-Nord essentiellement des fruits, des légumes frais, des œufs et bon, on verra plus tard tout ce qui pourra sortir, être produit à la ferme. Donc essentiellement nourrir la communauté, encourager les gens à faire du jardinage en vendant des plants de légumes justement. Là derrière moi, c'est la partie petits fruits. On a des camerises ici juste derrière nous et on a quelques rangées de framboisiers derrière, quelques fraisiers aussi avec notre petit jardin familial en arrière. Et on prévoit de planter de la vigne, des arbres fruitiers, tout un tas de petits fruits. On essaye vraiment d'aller chercher le plus diversifié possible. Et dans la serre, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Dans la serre, on avait initialement des tomates et des concombres. Et là, on a ajouté des piments, des poivrons, du maïs même. On avait fait du maïs l'année passée dans le jardin, puis ça n'avait rien donné, pas assez de chaleur. Donc cette année, dans la serre, on commence à voir les petits épis qui se forment. OK. Donc c'est à peu près ce qu'on a. Et en fait, c'est une appellation comme producteur de fruits, ou en France on appelle ça arboriculteur fruitier. J'ai trouvé que fruticulteur ça faisait plus court un peu et puis en même temps ça résume bien la situation. Mon truc à moi c'est plus les fruits. Donc c'est clair que on va essayer d'en faire pousser une bonne diversité. Pour l'instant, là, j'ai des petits arbres en pépinière. J'en ai pas tellement, j'en ai à peu près 150. Donc je les check un par un pour voir s'il n'y a pas de chenilles dedans. Là, tous les jours, je suis obligé de passer 10 minutes là-dedans. Mais c'est nécessaire pour l'instant pour qu'ils puissent bien s'établir. Mais après ça, quand ils vont être plus vieux, je vais laisser probablement faire la nature. Et puis on va faire un enclos ici sur toute la surface du verger. Puis on va mettre des animaux qui vont se charger eux-mêmes de réguler la population de ravageurs. En plus de fertiliser le terrain et de nous apporter viande, œufs, etc. Là pour l'instant on aménage un verger, 150 à 200 arbres fruitiers. Donc on espère, d'ici quelques années, il faut être patient beaucoup avec les arbres, amener du monde pour l'autocueillette. Ah oui, oui. Donc venir cueillir ces cerises durant le mois de juillet-août, ça serait assez intéressant je pense. Oui, c'est une belle activité. Et puis en même temps faire un peu de transformation, faire du jus de pomme par exemple, et peut-être aller même jusqu'à faire du cidre. Ah ouais. Idéalement dans quelques années. Quand on aura le volume de fruits nécessaire. Donc beaucoup de projets assez diversifiés même. Oui, et de plus, ici, je ne mets aucun pesticide. OK. Donc on a des problèmes un peu de ravageurs, comme partout au Québec cette année, à cause du printemps sec qu'on a eu. Mais bon, il va falloir que je fasse avec. Donc un beau projet qui est en développement ici. Merci beaucoup Geoffroy Auguste d'avoir répondu à toutes mes questions et je vous souhaite vraiment tout le bonheur et toute la chance que vous avez besoin pour vous développer. Merci beaucoup à vous. Depuis quelques années, tu vas être d'accord avec moi, Teresa, il y a un nouveau produit qui est rentré dans les tablettes de nos épiceries et qui fait vraiment fureur ces temps-ci. Tu me vois venir, hein? Oui, je te vois venir. Je parle bien en ce moment des produits bio, donc les aliments biologiques. Je pense qu'il y en a partout dans toutes les rangées, en fait. Et c'est vraiment, ça a vraiment la cote ces temps-ci, c'est vraiment populaire. Puis là, on se pose vraiment beaucoup la question, bon, c'est quoi, dans le fond, l'alimentation bio? Elle vient tout simplement de l'agriculture bio, dans le fond, qui est vraiment différente de l'agriculture conventionnelle par le fait qu'il exclut, dans le fond, tout procédé en agriculture biologique de produits chimiques de synthèse. Donc, on parle d'engrais ici. De pesticides aussi. De pesticides. Donc, tout simplement, ça, c'est vraiment quelque chose d'exclu dans leur méthode de travail, ce qui fait une alimentation bio, ce qui fait des produits bio aussi. Donc, pas de pesticides sur vos tomates et sur vos pommes et tout et tout. Donc, ça a vraiment la cote. Il y a beaucoup de scientifiques et de chercheurs, d'agriculteurs qui ont vraiment vanté les produits bio depuis plusieurs années et c'est pour ça que, bon, c'est de plus en plus populaire et tout. Donc, ils ont vanté autant sur le plan de la santé que sur le plan environnemental. Mais on va se dire, Teresa, est-ce qu'il faut pour autant bouder l'agriculture
l'agriculture conventionnelle et les produits qu'on a un petit peu partout dans notre marché pour autant. C'est un bon débat, hein? Et on s'enligne sur ça. On vous donne les informations nécessaires pour peut-être décider par vous-même qu'est-ce que vous préférez entre les deux. Bon, là, Sarah, parlons d'antioxydants. Certaines études prétendent que les produits bio ont plus d'antioxydants parce qu'ils se sont développés peut-être par eux-mêmes sans l'aide des humains. Donc, ils ont peut-être un petit procédé ici là, qui fait qu'il y a plus d'antioxydants dans les produits bio. Mais d'autres études se demandent encore pourquoi les antioxydants sont bons pour nous, pour le système humain en fait, et à quelle quantité on ressent les effets des antioxydants. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter un produit, une pomme bio par exemple, contre une pomme de l'agriculture conventionnelle? Oui, je me trompais quasiment. Donc, voilà, c'est une question à se poser parce qu'on ne sait pas vraiment si l'antioxydant là, nous rapporte vraiment en fait. C'est des questions un petit peu sans réponse. Oui, c'est ça. Je pense que les études vont y répondre peut-être dans les prochaines années, mais c'est encore à voir. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Et là, concentrons-nous peut-être plus sur l'aspect naturel de la chose, de la pomme, de la tomate, du légume, du fruit. Donc oui, la réponse, c'est que le produit bio est évidemment plus naturel parce qu'il n'a pas de pesticides, peut-être sur une pellicule de la peau, de tout ça, du fruit ou du légume en fait. Donc oui, il est plus naturel, mais dans la culture bio, non, il n'y a pas de pesticides, mais il y a une nuance car il peut être utilisé pareil. Donc, on utilise un pesticide naturel, on peut dire par exemple, mais ce pesticide naturel-là, en dernier recours, là, il n'est pas tout le temps utilisé, mais en dernier recours, ce pesticide naturel-là peut être peut-être un petit peu plus mauvais pour nos systèmes. Par exemple, on parle de sulfate de cuivre, si vous voulez faire vos propres recherches. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose pour nos systèmes. Donc voilà, le produit bio est plus naturel, mais avec une petite nuance qu'il faut garder en tête. Par exemple, si on parle du produit qui relève de l'agriculture conventionnelle, par exemple, lui, il va avoir plus de pesticides, mais ces pesticides-là vont avoir été faits pour que les humains puissent l'ingérer, en fait. Mais si on se penche sur la cause du travailleur, là, c'est beaucoup de notions, mais si on se penche sur la cause du travailleur, lui, il est plus exposé à ces pesticides-là. Donc, peut-être qu'il en mange, peut-être qu'il en respire en travaillant, en éblouissant là, sa récolte de pesticides. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à quoi penser. Et encore une fois, l'un va contre l'autre et la balance se pèse. Teresa, tu nous as un petit peu plus éclairé par rapport à notre rapport avec la santé bio. Sauf que là, si on parle de l'environnement, parce qu'il y en a eu des documentaires récemment là, sur les pesticides, les engrais, bon, beaucoup de drama alentour de ça, mais est-ce que l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique se prévalent peut-être dans l'environnement? Est-ce qu'il y a des bémols au niveau de l'agriculture biologique? Bon, imaginons une ferme bio peut-être. On va voir que l'agriculture bio va nécessiter beaucoup moins d'énergie, mais va produire autant de gaz à effet de serre que l'agriculture conventionnelle pour plusieurs raisons, là, telles que le territoire qui est beaucoup plus grand, le territoire qu'on nécessite pour l'agriculture bio est beaucoup plus grand, tandis que celui pour l'agriculture conventionnelle est beaucoup moins grand et nécessite moins de main-d'œuvre. Donc, on s'en va encore dans l'agriculture bio qui nécessite plus de main-d'œuvre parce que tout est fait de façon un petit peu plus naturelle. Donc là, encore une fois, la balance se pèse, c'est à regarder vraiment selon nos moyens, selon qu'est-ce que nous, on recherche, nos valeurs, qu'est-ce qui est plus éthique d'après nous. Parce que d'après l'environnement ou d'après nos systèmes, tout ça se balance un petit peu. On ne le sait pas vraiment encore. Encore un mystère, encore un mystère. Et vraiment, peut-être pour aider les gens à la maison, là, que vous soyez de l'équipe biologique, vous soyez de l'équipe d'agriculture conventionnelle, je pense que l'important, le message à faire passer peut-être, c'est de prioriser l'achat local et l'agriculture locale. En effet. Donc, vous allez à votre épicier, vous allez à vos petits marchés, vous, dans le fond, comme on vous le dit avec, il y a plusieurs émissions de cela, vous regardez dans le fond les produits qui sont proches de chez vous, qui sont près de chez vous. Vous pouvez faire de l'autocueillette aussi. Donc, c'est vraiment prioriser l'achat local, acheter des bonnes quantités aussi pour en faire des conserves. Et avec ça, bien, c'est sûr qu'on va diminuer nos effets de gaz, nos gaz à effet de serre. On va avoir une bonne santé aussi. Donc, il y a plein de points positifs à acheter local et acheter à proximité. Encourager les petits commerçants du coin aussi. Je pense que ce serait ça notre meilleur conseil. Bio, pas bio, ça va être le local après tout.
C'est ce qui conclut cet épisode spécial agriculture de la saga À nous la côte! N'hésitez surtout pas à venir nous suivre sur notre page Facebook TVR7, à aimer, commenter, partager nos émissions, même nous écrire vos interrogations, vos commentaires, vos Suggestions! peu importe, on adore vous lire en fait. Donc sur ce, on vous souhaite une excellente soirée. Je suis Thérèse Fortier. Et moi, Sarah Villemer. Et à la prochaine. Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.